Les cathos se révoltent. Mais c'est pour dire quoi en fait. Et alors il a écouté Cyrulnik? Bah il n'a pas pu aller, c'était plein, c'était complet. Il n'a pas pu, il a essayé d'aller avec son allumel qui balade, qui va avec lui, parce qu'il est étudiant en plus. Il a voulu aller contredire, apporter la contradiction à Boris Cyrulnik, mais j'aurais aimé participer à un débat en direct. Thierry rêve de débattre avec Cyrulnik si vous avez l'occasion d'organiser. Mais c'est quand il veut. Hein. J'ai mis des trucs sous ses vidéos en disant que je le conviais à un débat avec un autiste dit sévère sur sa foi. Enfin, on sort du sujet là. Mais bon. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui et par rapport aux neurosciences. Ce monsieur et moi, on n'est pas tout à fait dans le même cours. Lui, en fait, finalement, il propose aux victimes de catastrophes parce que lui, les catastrophes, c'est aussi les catastrophes personnelles, en fait. Parce que tout ça, c'est la même chose. Il leur propose de faire un travail sur elles-mêmes pour se préparer, en fait, aux catastrophes. C'est ce que j'ai dit concernant la politique de résilience à Fukushima. En fait, c'est du Cyrulnik bis et vice-versa. Il n'y aura aucune différence. Moi, par contre, ce que je propose, c'est de chercher les coupables et de les dénoncer, plutôt. Lui, il s'en fout des coupables. Il n'y a pas de coupables pour Cyrulnik. Donc moi, ce qui m'intéresse plus... c'est pour déporter ses parents, quand même, sont un peu coupables. Je sais pas. Il n'en parle jamais, d'ailleurs. Il n'en parle jamais, non. Il parle toujours de la résilience, de comment il en est arrivé à la résilience. Mais il ne parle jamais des coupables. Mais lui, c'est pas son problème. Si j'ai bien compris, ses parents ont été déportés au moment de la rafle du Veldiv. Mais en fait, il n'en parle jamais de ça. Exactement. Alors moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de chercher les coupables, de les dénoncer éventuellement, quand il y en a, quand on peut en voir, en tout cas. Et de manière à... Moi, je suis plutôt dans... Je crois encore à la possibilité d'empêcher les catastrophes. Lui, il n'y croit pas. Lui, il est dans la fatalisation du désastre, comme le sont d'ailleurs les gens du rapport parlementaire que je vous ai lu. Pour eux, en fait, ce sont des collapsologues, les parlementaires que je vous ai lus, tout comme d'ailleurs Cyrulnik à sa manière. C'est-à-dire que de toute façon, le problème, c'est pas le désastre. C'est la perception qu'on en a et la manière dont on va s'y préparer et comment on va lutter contre les effets. Donc ça les contente. Voilà, on n'est pas du tout dans... Alors lui, Cyrulnik, en plus, il vend ses loyaux services à l'armée et à l'État. C'est quand même un peu inquiétant. Donc c'est un expert au service du pouvoir. Oui, voilà, c'est ça que moi, j'ai rien à vendre. Question, en fait. J'ai rien à vendre. Je savais qu'il était proche de Macron, mais je ne savais pas son rôle. Je ne savais pas qu'il s'était occupé de l'armée, etc. Voilà. Mais... Il s'occupe de tout, ça. Bon, ah oui, il s'occupe de tout, oui. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Pour moi, le malheur ne peut pas être un mérite, quoi. C'est surtout ça que j'essaie de montrer dans mon travail, quoi. C'est que... il faut sortir absolument de l'idéologie du sacrifice, de la souffrance comme source de vertu, comme source de dépassement qui va nous permettre qui nous permettrait soi-disant de résister. Non, c'est pas la souffrance qui nous permet de résister. La souffrance et le malheur nous font tomber dans le trou et il n'y a rien de plus, quoi. Voilà. Après, ce qui nous amène à résister, c'est autre chose. C'est notre désir de liberté, c'est notre désir d'amour, j'en sais rien. D'émancipation. Oui, mais ça n'a rien à voir avec la résilience, tout ça. Rien à voir, c'est même tout le contraire, peut-être. Voilà. Donc moi je dis que c'est ça, c'est un grand danger, cette histoire de résilience. Pour moi, c'est aussi toxique que les catastrophes que la résilience prétend résoudre. Pour moi, c'est une catastrophe dans la catastrophe, la résilience. C'est surtout inquiétant que c'est des gens du pouvoir qui nous l'amènent comme ça, clé en main. C'est pas innocent. De la soumission. Donc, oui, c'est surtout ça. C'est une forme de religion. C'est une religion de la soumission, totalement. Voilà. C'est ce que j'appelle une métaphysique étatique du malheur. C'est-à-dire une philosophie étatique du malheur, en fait. C'est ça la résilience. C'est le nouveau nom c'est le nom transformé du progrès.
On dit plus progrès maintenant, c'est Tous ringard. ces experts, On dit résilience. Ils y croient réellement ce qu'ils racontent. tous ces Moi, je pense experts. qu'ils y croient totalement. Parce que, en Ça fait, fait peur. On fait les études, non, non. comment? Bah, ils sont conscients de leurs intérêts, justement, ils ne veulent pas les voir menacés. Ouais. Ça paraît C'est pas une fantasque. question d'avoir fait des études ou pas. Hein. Bah non, mais quand Une même. question d'intérêt bien compris. Oui, oui. Oui. Et de faire passer la pilule, quoi. Oui, il y a ça aussi. Oui. Puis il y a peut-être aussi ce côté un peu d'élitisme, c'est-à-dire que, enfin, moi je suis dans la recherche. Mm. Cette notion de résilience, on l'entend toujours, elle nous est toujours matraquée. Moi, je suis doctorante. Chez les doctorants, c'est typiquement ça. C'est toi, tu galères, toi, tu n'y arrives pas, tu n'arrives pas à faire ta thèse, etc. parce que tu n'es pas résilient. Les gens qui ont réussi, eux, ils sont résilients. Eux, ils se sont fait cracher dessus par leur directeur de thèse. Eux, ils ont travaillé jour, nuit, week-end, etc. Eux, ils sont résilients. Et du coup, une fois qu'ils accèdent à ces positions où ils vont faire de la recherche, etc., et ben, à leur tour, ça va être « mais moi, j'ai réussi, moi, je suis résilient, moi, je suis mieux qu'eux parce que... voilà ». Et donc, du coup, qui reproduisent un peu ce truc-là. Il y a une forme aussi de s'élever un peu par le fait de dire... Bien sûr. moi j'ai été résilient, donc il n'y a pas de raison que les autres, entre guillemets, les plus faciles que moi. Parce qu'il y a une apologie de l'endurcissement dans la Oui, notion oui, de tout à fait. résilience. Et donc, effectivement, ça peut être vrai à toutes les échelles, dans tous les types de groupes humains. On peut justifier le fait que en baver, c'est quelque part absolument nécessaire. Et que... C'est typiquement le rôle des classes préparatoires d'ailleurs. C'est C'est du sélectionner bizutage. une élite qui en chie pendant 2 ans, 3 ans, et après, effectivement, ils sont meilleurs que ceux qui sortent de fac, puisque c'est un monde bavé. C'est totalement ça, une classe préparatoire. Bon, tout ça, les phénomènes eux-mêmes, ils n'ont rien de nouveau. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on leur attribue cette terminologie-là maintenant. C'est ça que je trouve important. Après, bon, il y a des vieux mécanismes derrière ça qui sont assez qu'on retrouve qu'on a depuis longtemps. Hein. L'accommodation, le vivre avec, l'endurcissement, le goût de l'effort, l'Allemagne nazie, tout ça. Bon, elle a bien fonctionné sur des trucs comme ça. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est que moi je dis, c'est ça, c'est qu'il y a une mise en doctrine de ça. Il y a une formalisation et je le prends très au sérieux à ce titre-là. Que ce n'est pas une simple mode, c'est que vraiment ça devient un outil de gestion des désastres, qui vont occuper notre vie quotidienne de plus en plus. Enfin, C'est ça quand même qui change. comment? C'est ça qui va changer, c'est que les désastres, Oui. et ils ont une cause, ces désastres. Ils ont des causes. Effectivement, comme vous dites, ça permet de ne pas regarder la cause, de ne pas remettre en cause le capitalisme qui exploite. oui, c'est ça. Un certain nombre de choses, oui. Mais les histoires des pastilles d'iode, Mhm. typiquement qu'on distribue dans les gens qui sont autour des centrales nucléaires pour les protéger, Oui. c'est aussi leur faire croire, d'ailleurs même au-delà de ça, simplement dire que l'accident peut arriver, c'est habituer les gens à entendre la petite Oui. musique, l'accident va arriver, et en plus on a des pastilles d'iode, donc de quoi vous avez peur? Alors les pastilles d'iode, elles ne protègent tout à fait Non. rien. Non. Enfin, un tout petit peu, hein, mais je veux dire, il vaut mieux en avoir que pas en avoir, mais c'est absolument pas, c'est peanuts par rapport à la gravité du truc, quoi. Mais Moi, ça fait croire aux gens que, effectivement, finalement, c'est pas si grave, c'est un accident. Quoi. Bon, je ne veux pas être médisant, mais moi j'ai vu des gens, lorsque j'ai participé à ce truc parlementaire, là, je veux dire, il y avait un prof là, qui travaille sur la gestion des risques, les risques d'inondation, etc., dans le sud de la France, etc. Bon, c'est bien, c'est quelqu'un qui travaille d'un point de vue technique, comment faire face, etc. Mais en fait, c'était assez troublant parce que ce qui l'interpellait, c'était que quand il avait fait un voyage en Nouvelle-Zélande, où il y a beaucoup de tremblements de terre, il racontait qu'en fait, il avait été troublé parce que, en fait, les pouvoirs publics néo-zélandais qui, comme au Japon, ont des sessions, des journées, voire de ce qu'ils appellent de prévention des risques, de culture du risque. Entre parenthèses, le rapport parlementaire français que j'ai cité veut instaurer des journées de culture du risque. Hein. Il y a ça aussi parmi les mesures. Donc c'est des espèces de réunions scouts un peu, hein, où en fait on va tous se mettre en condition, comme si on était dans une catastrophe et on va s'entraîner. Bon bref, on voit bien, tu vois, la préparation. Bon, eh bien cet universitaire qui parlait de ce qui se passait en Nouvelle-Zélande, il relatait le fait qu'en fait, ce qui le troublait, c'est qu'en fait, les Néo-Zélandais n'avaient pas prévu qu'en fait il y avait les Maoris. Les Maoris, c'est des gens qui sont plutôt forts, ils mangent beaucoup aussi. Ils mangent mal, en plus, souvent.
Donc ils sont un peu, il y a un peu d'obésité, quoi. Puis ils ont des carrures un peu naturelles qui sont comme ça. Et donc c'était troublant parce qu'en fait les Maoris, on n'avait pas prévu qu'en fait comme ils étaient plus grands que les autres, ils ne pouvaient pas rentrer sous la table lorsqu'il y avait un tremblement de terre et qu'on disait aux gens de rentrer sous la table. Alors c'était ça qui l'intriguait. C'était qu'en fait il aurait fallu prévoir des tables plus grandes en fait. Vous voyez, donc là on est vraiment dans une espèce de caricature de la gestion des effets, quoi, en fait. Donc en fait c'est ça. En gros, si je puis dire, le réchauffement climatique, on va y faire face en agrandissant la taille des tables sous lesquelles nous allons nous réfugier lorsque quelque chose va nous tomber sur la tête ou lorsque. Vous voyez, on est dans ça. On en est Ça là. rappelle aux États-Unis quand on disait aux élèves de se mettre sous les tables. En cas d'alerte, il y avait des alertes nucléaires en fait. Des alertes nucléaires, oui. C'est Johan Bess qui raconte ça, qui a refusé de se mettre en conditionnement sous la table quand il y avait une alerte qui était. Enfin, des fausses alertes, on les mettait. Elle disait qu'elle en avait marre de subir ça et qu'elle ne faisait plus. Enfin, c'est incroyable que. Encore à notre époque, on puisse prêter une foi à la capacité de ces moments d'exercice, de préparation, à nous sauver, capacité à nous sauver en situation de catastrophe. Le Japon, c'est un pays où, en fait, depuis des décennies et des décennies, les gens s'entraînent en cas de catastrophe, en cas de tremblement de terre, de raz-de-marée. Ils sont super entraînés, les gens. Même pour les étrangers, il y a des entraînements, enfin, il n'y a pas de problème, on va dans les stades, on se réfugie, on se prépare. Sauf qu'en fait, au moment où il y a eu le raz-de-marée et l'accident nucléaire, en fait, il y a des tas de gens qui ont paniqué, en fait. Contrairement à ce qu'on a raconté, d'ailleurs, il s'agissait de dire qu'il n'y a eu aucune panique, c'est faux. En fait, il y a eu de la panique, et il y a eu des décisions complètement contradictoires qui ont été prises. Des directeurs d'école qui ont dit ah ben non, il faut partir par là, et le collègue qui disait ah ben non, il faut partir par là. Bon, en réalité, 80 enfants noyés par la vague de 30 mètres, quoi, 10 minutes plus tard. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé concrètement. C'est qu'en fait, je ne dis pas que la préparation n'a servi à rien, mais c'est qu'elle n'est jamais à la mesure de l'imprévu, de l'incertitude. Donc, amener les gens à travers ces politiques de résilience à se croire prêts à affronter tout et n'importe quoi. Lorsque, c'est pareil avec le mur de 400 km de long qu'on vient de construire après le raz-de-marée, pour éviter qu'il y ait un prochain raz-de-marée qui envahisse les terres au Japon. 400 km de long, on a fait une muraille du Japon, là, sur 14 mètres de haut, alors qu'en fait, il y a eu des vagues de 29 mètres de haut la fois dernière. Donc, alors bien sûr, avant il n'y avait pas de mur, alors maintenant il y a un mur, mais il y aura peut-être des vagues de 40 mètres, j'en sais rien moi. Il y en a eu de 29 mètres la fois dernière. Donc tout ça, on est dans l'illusion là aussi technique de confrontation à la nature, quoi, en fait. Au lieu de dire, on va arrêter de faire les centrales le long, et puis on va reculer les habitations, puis on va arrêter, quoi. Et puis voilà. Et puis ça. Mais là, non, on est dans l'idée qu'en fait, on va pouvoir faire face, on va être résilient, on est capable de faire face, et de toute façon, il y aura des dégâts, il y aura des pertes, mais on aura quand même avancé dans la conquête de la nature. Il y a aussi cette obsession. On réglera les problèmes écologiques par la technologie qui a détruit la nature. Complètement, oui. C'est ce que dit Jean-Pierre dans le groupe. On nous parle toujours de résoudre les problèmes avec les problèmes, avec la technique qui les a créés. Oui. C'est une sorte de calcul coût-bénéfice, c'est plus rentable de faire ça justement plutôt que de supprimer l'école directement, parce que sinon c'est plus rentable, on sort du capitalisme, quoi. Ouais. C'est marrant que vous disiez ça parce que dans le rapport que j'ai cité là tout à l'heure, il y a une conclusion qui est assez intéressante. Ils disent qu'en fait, ils proposent d'abandonner le principe de précaution parce que en fait, ce principe de précaution est jugé est omniprésent. Il fait l'objet d'une utilisation abusive et contribue à donner le primat à l'émotion et à l'irrationalité. Vous voyez, c'est intéressant. Et ils en appellent donc, ces gens-là, ces parlementaires, à une évolution collective de notre rapport au risque qui passerait par un principe du principe de précaution à un principe de résilience. C'est ce qu'ils disent.
Il faut passer du principe de précaution au principe de résilience, qui reposerait, ce principe de résilience, sur une approche bénéfice-risque perçue comme plus souple et plus dynamique. Il y aura un label de résilience, en fait, de vert à rouge sur des produits de consommation courante, par exemple. Oui. Il y a peut-être de l'huile de vidange dans l'huile de tournesol. Bon, peut-être qu'on peut faire avec, quoi. C'est un peu l'idée. C'est un peu ça. Non, mais ça existe pour les déchets radioactifs. Hein. De toute façon, maintenant, on les mélange avec les métaux pour faire des casseroles. Oui, tout à fait, oui. Ça existe. Et personne ne le sait. Il y a que la CRIRAC qui dit et qui se bat contre. Mais pourquoi pas des trucs... Là, c'est dans quoi on prépare les repas, mais pourquoi pas dans les repas? Oui, ça c'est ça. Mais, un peu pour revenir sur ma conclusion de tout à l'heure, sur l'idée que la gestion des catastrophes passe de plus en plus par la gestion des émotions concernant ces catastrophes. Finalement, c'est complètement conforté ce que je dis là par cette déclaration, cette petite phrase aussi des parlementaires dont je parlais, qui disent « La communication gouvernementale est un enjeu majeur de bonne gestion d'une crise ». Mais ça, c'est banal. Macronien. Moi, je peux pas c'est typiquement partout, parce que au Japon, c'est la même chose qu'on nous dit. Donc, en agriculture de Normandie, c'est exactement ce qu'il dit. C'est-à-dire, il dit il faut de plus en plus de technologie, et Macron qui voit que par l'informatique, la robotique, etc. Il faut mettre des robots dans les fermes, elles vont s'occuper des vaches, comme ça les agriculteurs ils sont peinards. Donc ils n'arriveront pas à rembourser les emprunts qu'ils auront. Et que ça permettra au capitalisme financier de racheter les fermes. Il y a un très bon article là-dessus dans le Monde libertaire ce mois-ci. Quand vous appelez Macron, c'est pas que macronien, ce que je veux dire, c'est que c'est capitaliste, c'est une Oui, mais je veux capitaliste, dire, le rapport là, c'est typiquement un rapport de Macron. Oui, ce rapport-là. C'est pour rentabiliser au maximum, c'est la logique capitaliste. Certainement, oui. Il est dans les... Oui, mais enfin avec des erreurs d'approche, parce que après, si calculer bien le bénéfice énergétique, le retour sur investissement de l'énergie qui est mise dans les technologies qui vont permettre de produire plus, il y a aussi à un moment donné Non, mais après, c'est la question de qui paye, qui bénéficie des investissements, en fait. Donc c'est ce en quoi, effectivement, ça nous ramène à la question de la propriété des moyens de production. Ouais. C'est moins peu long d'avoir sa carte numérique pour prendre le métro plutôt qu'un simple bout de papier. Qui peut croire ça? Non, si c'est des trucs gratuits. Oui, ça rapporte moins de thunes, c'est moins rentable. Ça rapporte pas toute l'industrie de faire des cartes. Est-ce que nous allons... C'est bon, on peut arrêter, vous pouvez parler entre vous si vous voulez. Après, j'ai plus grand-chose de très intelligent à vous dire. Parce que je suis fatigué, puis il y a d'autres choses. Et puis, bien sûr, il y a plein d'autres points qu'on peut... La notion